Bonjour, premièrement. Donc, sans vouloir répéter, mon nom est David Miles. Je suis étudiant en doctorat en communication à l'Université de Montréal, mais j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM et mon bac aussi à l'UQAM en communication. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Et avant de commencer la présentation, donc Facebook et le deuil, pour quels usages, pour quels besoins? Donc, moi, mes intérêts, en général, c'est l'usage d'Internet, les différents usages et des nouvelles technologies de communication en lien avec la santé, le bien-être, la sécurité. Donc, c'est assez vaste. Et vous, en fait, je me demandais, pour faire un tour de table, mais je me demandais ici qui travaille dans le milieu de la recherche, donc professeurs, étudiants, des chercheurs. Donc, qui ici est en recherche? J'essaie d'un peu de... OK. Qui travaille plus au niveau de l'intervention, programmation, OK, dans des organismes, des associations. OK. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. C'est ça, j'ai toujours un petit malaise là, quand je parle des résultats parce que ça dépend à qui je m'adresse. Je parlais à l'Association québécoise de prévention du suicide il n'y a pas très longtemps. Ils m'ont demandé de venir faire une présentation prochainement. Mais eux voulaient des conseils pour une programmation éventuelle, donc intervenir ou faire la prévention du suicide en ligne. Je ne suis pas spécialiste en prévention. J'ai déjà fait de l'intervention téléphonique dans le passé, mais ça fait très longtemps. Et c'est vraiment pas sur ça que porte ma présentation, et ni même mon mémoire. Donc, pour clarifier les attentes, justement, les résultats de recherche et leurs interprétations vont être présentés dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. Je ne parlerai pas vraiment de la démarche méthodologique, quoique un petit peu quand même. Je ne suis pas capable de m'empêcher d'en parler un petit peu. Ça, c'est assez important. Donc, pour les chercheurs ou les étudiants, si vous avez des questions à la fin, ça me fera plaisir d'y répondre. Ça ne sera pas non plus au niveau des aspects plus théoriques sur le deuil ou sur les réseaux sociaux numériques. Je ne ferai pas un travail de définition, même si, c'est important de spécifier que je parlais aujourd'hui de la dimension sociale du deuil. Donc, pas tant une définition qui est psychologique ou individuelle. Je vais vraiment m'attarder plus aux pratiques du deuil ou à l'expression du deuil en ligne, donc qui est normée là, par différentes règles sociales. Donc, c'est important là, de le spécifier. Et ça ne sera pas non plus donc, des pistes d'intervention, comme je l'ai mentionné, quoique la période de questions pourrait être orientée pour ça aussi. Si vous avez vous-même des interrogations, ça va me faire plaisir d'essayer de vous aider, même si ce n'est pas mon champ d'expertise à la base. Donc, voilà, c'est dit. Donc, rentrons dans le sujet. Mise en contexte, il y a un engouement pour les réseaux sociaux numériques, les RSN, Facebook, Twitter, MySpace, etc. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Et donc, Facebook, qui a près d'un milliard, on a dépassé le million depuis plusieurs années, de membres actifs. Le thème du Facebook et du deuil est assez lié. Ces deux thèmes-là sont assez liés. Et Facebook et la mort aussi, là, de manière plus globale, structurellement et symboliquement. Surtout depuis l'adoption en 2009 d'une nouvelle structure qui s'appelle le Timeline sur Facebook, pour ceux qui sont familiers avec Facebook. Donc, c'est une structure de profil qui est davantage biographique. Donc, si vous avez en tête là, le profil, on commence avec la naissance de l'individu. Il y a un petit bébé qui ça dit naissance, c'est avec l'année de la naissance. Et on remonte jusqu'à la journée d'aujourd'hui avec tous les événements marquants. Donc, c'est vraiment une structure qui est biographique, une ligne de temps. Et qui dit biographie ou ligne de temps dit naissance, mais nécessairement décès. On va tous éventuellement mourir. Et il y a donc un lien avec Facebook, donc par cette structure biographique-là. Il y a aussi les pages commémoratives, mais je vais y revenir juste après. L'apparition du thème de Facebook et deuil, ça s'est fait d'abord dans les journaux étudiants, donc les journaux d'université. C'est pas étonnant parce qu'on sait que Facebook a été implanté à Harvard en premier lieu. Et ensuite dans un réseau d'universités. Donc ceux qui ont vu de Social Network, là, ça expliquait quand même assez bien l'histoire. Et ensuite, ça a été repris dans la presse générale, puis dans la littérature scientifique. Donc, il y a une revue de littérature. Si jamais vous avez des questions, vous voulez avoir des sources, j'ai fait une revue de littérature en général sur le deuil et Internet et sur les réseaux sociaux numériques. Mais c'est vraiment, là, au numéro 3, c'est vraiment très dernièrement là, qu'on s'intéresse
à Facebook en tant que tel, dans le deuil, vraiment au niveau des relations interpersonnelles. On s'est intéressé au deuil auparavant dans des deuils plus publics, donc des décès plus médiatisés, qu'on parle par exemple de cataclysmes, le tsunami au Japon par exemple, ou donc le tremblement de terre aussi qui a précédé. Des attentats ou des tueries dans les écoles, donc ça a été beaucoup étudié également, ou la mort d'une célébrité, donc les classiques, c'est la princesse Diana et Michael Jackson, donc ça a été quand même assez bien étudié. Et donc vraiment, l'usage des réseaux sociaux numériques par les endeuillés, vraiment plus au niveau des relations interpersonnelles, un deuil privé. Hein, bon, il y a eu The Groot en 2009, qui était un peu précurseur. Mais c'est à partir de 2011-2012 que ça s'est vraiment développé. Et moi, j'ai commencé ma maîtrise en 2010, donc j'allais toujours voir chaque mois qu'est-ce qui sortait parce que c'était vraiment là-dedans. Donc, c'était dans ce même période de temps-là. Facebook, c'est une équipe, hein, on parle de Facebook comme si c'était juste un site, mais il y a une équipe derrière Facebook qui pense à la structure de leur site. Et il y a une fonction depuis 2009 de mémorialisation de profils. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que les profils des gens décédés, donc les usagers qui sont décédés, vont être cristallisés. Donc, ils vont prendre les profils et ils vont les transformer en des pages commémoratives. Donc, les gens qui étaient amis avec la personne vont avoir accès à la page, vont pouvoir écrire, mais on ne pourra rien modifier sur la page en tant que telle. Donc, on ne pourra pas ajouter des choses. Et les gens qui n'étaient pas amis avec la personne, techniquement, n'ont pas accès à la page. Ça, c'est venu de l'équipe Facebook. Donc, en 2009, ça s'est tiré du blog sur Facebook des employés. Il y a un blog des employés. Donc, c'est Max Kelly en 2009. Il y a un de ses amis qui est décédé suite à un accident de vélo. Et ça l'a dévasté. Ses collègues de travail étaient très touchés. Et ils sont assis et ils se sont dit pour la première fois, bien, on n'a pas pensé à ça. On a des millions et des millions de personnes qui sont sur notre site et ils vont tous perdre quelqu'un, ils vont tous faire face à ce qu'on fait face aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, ils ont appris un peu sur le tard qu'il fallait gérer la mort, les décès sur le réseau social. Donc, ça explique un peu d'où est venue l'idée. Donc, ma question de recherche... Là, je vous ai parlé de pages commémoratives. Dans mon cas, je ne parle pas des pages, dans mon mémoire, je ne parle pas des pages commémoratives en tant que telles. Je me suis plus intéressé au groupe, à l'application de groupe sur Facebook, qui, dans le fond, réunit des gens sous un même intérêt. Donc, ça peut être vraiment des intérêts très variés. Dans ce cas-ci, l'intérêt, c'est une personne. Donc, ils sont tous centrés autour de cette même personne-là qu'ils connaissaient, plus ou moins, parfois pas du tout, mais ils en sont tous membres. Donc, la question, c'était comment les usagers utilisent-ils l'application de groupe Facebook en situation de deuil? Je l'ai simplifié un petit peu aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ça. Disons, aujourd'hui, ça va être ça. Donc, le cas, c'était l'étude d'un groupe créé en 2008 suite au décès accidentel de Sophie, je l'ai renommée, une femme québécoise dans la vingtaine. Et aussi de l'observation systématique dans à peu près une vingtaine de groupes, mais j'ai vraiment choisi un cas en particulier pour faire une analyse plus poussée. C'est un accident de la route criminelle, donc c'est un décès soudain. Et c'est important donc de mentionner que c'est ni une page commémorative, ni juste une page commune. Par exemple, plusieurs pages ont été dédiées à Michael Jackson, à la princesse Diana, à Amy Winehouse, etc. C'est non plus un profil personnel. Donc, c'est vraiment un groupe et c'est important de le mentionner parce que la structure des applications diffère et pourrait cadrer différemment les interactions. Il n'y a pas eu d'études qui comparaient les différents usages. Ce serait très intéressant de voir si les gens utilisent les différentes applications de manière diversifiée. Et aussi, le type de décès est important. Donc, il faut toujours en tenir compte. Moi, c'était un accident criminel, un accident de la route. Il y en a énormément sur Facebook, des décès par accident de la route. Donc, je me suis intéressé en général aux décès soudains. Donc, ça peut inclure les crimes, ça peut inclure les suicides, même si déjà, au niveau du suicide, on parle d'un deuil qui est un peu différent.
Donc, en fait, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous les types de deuil dans la même catégorie. Il y a une littérature quand même assez abondante là-dessus. Les deuils ne se font pas tout à fait de la même manière. Donc, il faudrait aussi faire une étude là-dessus, donc tout est à faire. Et donc, surtout dans une visée d'intervention, éventuellement. Moi, j'en suis pas là, mais si on veut intervenir, il faut bien connaître les outils utilisés et connaître la clientèle derrière. Donc, pour ceux qui habitent sur Jupiter et qui ne sauraient pas à quoi Facebook ressemble, ça se peut, il doit encore en rester. C'est un exemple de groupe. Déjà, l'exemple est un peu désuet. C'est un vieil exemple. C'est pas le groupe que j'ai étudié en tant que tel. Mais bon, vous avez... je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Facebook? C'est ce que je me suis dit. Donc, c'est un groupe Facebook, voilà. Donc, je vais passer assez rapidement. Juste pour vous situer au niveau de la méthodologie, je vais passer quand même assez rapidement. Il y a eu la collecte de données, puis il y a eu une analyse mixte de données, donc qualitative et quantitative, de données surtout qualitatives, mais qui ont été quantifiées. C'est un peu compliqué. Si vous avez des questions là-dessus, je vais pouvoir y répondre dans la période de questions. Le plus gros défi méthodologique que moi j'ai vécu dans mon étude, quand on étudie les réseaux sociaux numériques, parce que tout est à faire, hein, il n'y a pas de méthodologie prescrite, ça a été la mise sur pied d'une base de données qui tiendrait compte à la fois des éléments textuels, donc le contenu des messages, vraiment la sémantique, le sens des messages qui sont publiés sur le groupe, mais aussi des mésodonnées, ça c'est la structure du texte. Ces trois catégories-là, ça vient de la linguistique en fait, je me suis inspiré de la linguistique. Donc les mésodonnées, c'est plus au niveau de la structure, donc le nombre de lignes, le nombre de mots, est-ce qu'il y a une adresse, est-ce qu'on dit bonjour, est-ce qu'on dit au revoir, est-ce qu'on met des becs, donc c'est plus au niveau de la structure du texte. Est-ce que c'est un commentaire, est-ce que c'est une publication, est-ce que c'est un j'aime, est-ce que, etc., une vidéo, une photo. Et des métadonnées, donc c'est les données externes. On parle de l'identité de l'auteur, du destinataire aussi, la date, l'heure de la publication. Donc c'est important de tenir compte de ces trois dimensions-là quand on s'intéresse à l'usage. Parce que c'est vraiment à ça que je me suis intéressé, c'est l'usage. Comment connaître l'usage des gens sans les interviewer, sans faire de l'observation située. Donc on ne peut faire que de l'observation non participante. Donc, ça pose quand même tout un problème. Et une analyse de contenu, ce que les gens font souvent, c'est juste ici. On s'intéresse juste aux éléments textuels, mais il y a la structure, puis il y a des métadonnées aussi qui peuvent être très intéressantes. Bon, il y avait un exemple, mais je ne ferai pas avec vous. Donc, l'exemple, c'est à ça que ça ressemble. Donc, derrière les résultats, c'est une base de données vraiment avec des chiffres plates comme ça. Donc, les résultats, on va rentrer dans le vif du sujet. La base de données permet de faire plusieurs choses, donc c'est ce dont je vais parler un peu plus tard, très, très prochainement en fait. Donc ça nous permet entre autres de répondre à qui publie, donc des profils, qui publie quoi et qui publie quoi à qui. Donc on croise différents éléments textuels avec des métadonnées, hein. Donc on est qu'est-ce qu'on publie et qui publie à quoi. Qu'est-ce qui est publié, donc une typologie des publications en tant que telle. Je différencie contribution et publication. Les publications font partie des contributions, mais sont toujours de type textuel. Donc, des publications originales ou les commentaires suite aux photos. Au niveau de la contribution, ça pourrait être une photo, une vidéo, un j'aime, un lien externe vers YouTube ou vers un article de journal. Donc, moi, c'est mon vocabulaire que j'ai adopté pour différencier ce qui était du texte et ce qui était une contribution en général. On peut aussi, si on jumelle, si on croise avec des variables temporelles, avec la date, faire des analyses temporelles pour voir comment le groupe évolue. Donc, est-ce qu'il y a des patterns? Parce que le groupe a été fondé en 2008, donc ça fait presque 5 ans. Il est toujours actif. La majorité des groupes restent actifs quand même assez longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des évolutions dans le groupe qui suivent l'évolution du deuil? Donc, ça peut être intéressant. Et quels sont les usages qu'on peut observer? Bien là, on va mélanger les trois catégories et on va y revenir un peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'était comme la grosse entrée. Puis là, on rentre dans le plat principal. Résultat, au niveau des profils,
On a eu une répartition des membres selon le genre. C'est 58% de femmes, 41% d'hommes. Ça ne nous dit pas grand-chose, surtout que la personne décédée est une femme, donc on se dit peut-être qu'elle avait plus d'amis femmes, on ne sait pas, on peut rien vraiment, on peut rien conclure de ça. Par contre, quand on va au niveau de la répartition des contributeurs selon le genre, donc si on va les contributeurs, on a 51% des gens qui ont contribué et 48% qui n'ont pas contribué. Donc ils sont membres, mais qui n'ont jamais contribué. Ça déjà, on se dit, ah, il y a quelque chose. Les gens adhèrent donc, à un groupe de type commémoratif, avec les guillemets, mais qui ne contribuent pas. Déjà, on peut penser qu'il y a peut-être derrière un usage. C'est une hypothèse. Ensuite, si on divise par le genre, on voit là que les femmes ont beaucoup plus tendance à contribuer que les hommes. Et à l'inverse, que les hommes ont tendance à être plus des non-contributeurs que les femmes. Naturellement, c'est un groupe, donc c'est aucunement généralisable, je tiens à le répéter. Par contre, dans l'observation, au niveau des relations interpersonnelles, je ne parle pas des pages publiques sur le décès, qui couvrent le décès d'une personnalité publique, mais les hommes ont une tendance à moins s'exprimer que les femmes. Et quand on fait une analyse des contributions par genre, on se rend compte que les hommes, même s'ils ont contribué, ce 26%-là, c'est énormément par l'usage du j'aime. Donc, c'est beaucoup plus par le j'aime. Les femmes, c'est beaucoup plus textuellement. Reste à voir si c'est représentatif. Mais dans ce groupe-là, en tant que tel, il y avait quand même une distinction. Et même au niveau de l'expression d'émotion, donc il y avait une distinction. Les hommes et les femmes avaient tendance à exprimer des émotions comme la colère, la douleur, le manque, donc je m'ennuie. Donc à peu près également, mais tout ce qui était plus au niveau de l'amour, de la compassion, ça c'était beaucoup plus au niveau des femmes. Les hommes en exprimaient beaucoup moins. Donc ça serait intéressant de voir, est-ce que l'expression d'émotion est genrée? Il y a de la littérature qui dit que oui, c'est genré, là, même dans l'expression du deuil. Donc ça, c'est au niveau du genre et au niveau des contributeurs, non-contributeurs. Encore une fois, dans des résultats plus descriptifs, la fréquence de contribution selon la nature de la relation, une de mes propositions de base, c'était de dire, les gens, tout dépendant de la relation avec la défunte, n'utiliseront pas l'application de groupe de la même manière. Donc, les parents ne l'utiliseront pas comme les cousines, qui ne l'utiliseront pas comme des connaissances ou des inconnus. Donc, c'était ma proposition de dire, je pense que les gens, tout dépendant avec de quelle manière sont liés à la personne, ils vont l'utiliser différemment. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des catégories. Donc, on voit que la famille proche publie beaucoup. En gros, c'est le père qui publie énormément dans ce groupe-là et on y reviendra. Pourquoi est-ce qu'il publie autant? La famille élargie, donc les cousines, tantes, oncles, etc. Les amis, j'ai joint avec camarades de classe et de collègues parce que des fois, c'est difficile de distinguer. Les connaissances et les inconnus, ça, ce sont des connaissances de la défunte, mais qui ne se sont pas vues depuis très longtemps, ou des inconnus, donc qui étaient amis avec les parents, mais qui n'ont jamais rencontré la fille, mais qui vont pour offrir leurs condoléances aux parents. Donc, on a des gens qui ne connaissent pas la défunte en tant que telle, mais qui sont membres quand même. Et dans 19% des cas, je n'ai pas réussi à identifier la nature de la relation. Dans tous les autres cas, ça a été par déduction. Donc, dès que je trouvais un lien dans une des contributions, je l'appliquais à toutes les contributions que cette personne-là avait faites. Au niveau des formes de contribution, donc, ce qui est intéressant, au niveau de l'application, on voit qu'au niveau textuel, donc les publications, les commentaires suite à une photo et les commentaires suite à une publication sont de l'ordre de presque le 2/3 des contributions. Donc, c'est quelque chose qui est très discursif, c'est très textuel. Et ensuite, c'est les j'aime qui ont été instaurés tardivement là, dans l'application de groupe en tant que modalité de contribution. Là, le j'aime est apparu tard dans l'histoire de Facebook. Il est venu un peu à la fin aussi, donc en deuxième position, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et indirect et facile d'utiliser le j'aime des fois. Donc, les gens l'utilisent beaucoup, particulièrement les hommes. Et en gros, mon hypothèse, c'était que
ben, ça va un peu de soi, c'est une fonction très fatigue. Donc, on essaie juste de faire en sorte que la communication se fait pour dire qu'on est là. Donc, on assure une présence, même si on n'a pas nécessairement quelque chose à dire, au moins on est là. Donc, sinon, il y avait aussi donc des photos, des vidéos, des liens vers un autre site. Puis c'est à peu près le type de contribution qu'on voit sur tous les sites. C'est à peu près ce que, sur les groupes plutôt, c'est à peu près ce que Facebook permet. Sinon, au niveau de la fréquence des destinataires, au niveau des publications écrites seulement, donc ça, c'est très intéressant parce que 68% du destinataire, c'est le défunt même. Et ça, c'est fréquent dans tous les groupes, sur les profils, ça, assurément. Mais j'avais peut-être pensé qu'au niveau des groupes, il y aurait plus d'interaction entre les usagers. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est 68% écrit directement au défunt. Au niveau d'un autre usager, donc là, on a vraiment une interaction entre usagers. Donc, le mixte, ça peut être plusieurs catégories ensemble. Des fois, les gens vont changer de destinataire en plein milieu d'une publication. Le groupe entier, à la famille directement, c'est surtout au niveau des condoléances. Et non identifiables, c'est les gens on ne savait pas trop à qui ils s'adressaient. J'ai fait une analyse de contenu que j'ai ensuite que j'ai transporté dans ma base de données. Donc, en gros, ce que j'ai fait, par exemple, je me suis dit, est-ce qu'il y a l'expression d'une émotion? Oui, dans la publication, on exprime de la colère. Je suis en colère. Donc, dans ma base de données, dans la colonne expression de colère, je mettais 1 pour oui ou 0 pour non. C'est comme ça que j'ai quantifié pour pouvoir faire des croisements par la suite. Et l'analyse de contenu que j'ai faite à la mi-temps, bien, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on peut lire sur le site en tant que tel, sur le groupe en tant que tel. Donc, le contenu le plus observé, c'est vraiment l'expression d'émotion. C'est vraiment à 70%. Donc, 70% des publications, on partageait une émotion, mais clairement. J'ai pas commencé à dire « Ah, mais c'est peut-être, dans le fond, non, c'est quand je dis « Je suis en colère » et je notais « colère ». Je suis triste, je notais « triste ». Je suis allé, par exemple, jusqu'à « j'ai le cœur brisé ». Je considérais ça comme de la tristesse, mais je n'allais pas par le ton « ah, il y a un ton triste ». Non, pas du tout. J'y allais vraiment plus par ce qui est écrit. Ensuite, c'est des catégories qu'on retrouve aussi dans la littérature. C'est à peu près les mêmes. Donc, on voit qu'il y a quand même une saturation au niveau de ces catégories-là. Donc, des updates à 36%. Donc, 36% des publications avaient des updates. Qu'est-ce que c'est un update? C'est une mise à jour, donc habituellement entre un usager et le défunt. Donc, on parle d'un événement qui s'est passé après la mort de la personne, comme si elle était là. Donc, hier, je suis allé prendre un verre, ensuite, je suis allé blablabla, ou la semaine passée, telle chose est arrivée, tu aurais trouvé ça drôle. Donc, c'est vraiment une mise à jour de ce qui s'est passé, de ce que tu as manqué finalement depuis que tu es parti. Donc, c'est assez fréquent. Sinon, on exprime beaucoup, donc, que je pense à toi ou que je sens ta présence. 31% aussi de demandes. Donc, les demandes, qu'est-ce que c'est habituellement? C'est aussi un usager qui demande au défunt, par exemple, du courage, de la force, donne-moi un conseil. Donc, c'est vraiment au niveau de la communication avec le défunt, mais on demande quelque chose. Des stratégies de remémoration, commémoration, en gros, il y en a 3. Au niveau de la remémoration, un, c'est on parle de ce que la personne a fait dans sa vie, donc ce qu'elle a réalisé. Donc, on parle de tu as fait tellement de belles choses, tu as eu un diplôme, tu as fait du bénévolat. Bon, on nomme les choses qu'elle a faites. Les caractéristiques positives, donc tu étais tellement belle, tu étais tellement fine, tu étais tellement intelligente. Donc, c'est pratiquement que positif, vraiment. Il y avait 2 exemples négatifs et c'était humoristique, toujours avec un clin d'œil dans les 2 cas. Donc, on disait par exemple « Ah, t'étais tête de cochon », clin d'œil. Mais jamais personne n'a pris l'occasion de dire quelque chose de pas gentil à la défunte. Donc, c'est une norme du deuil assez forte, c'est exclusivement positif et c'est le cas dans tous les groupes que j'ai observés. Il n'y a pas de négatif. Et la troisième, c'est au niveau des souvenirs. Donc, je me rappelle quand on est allé à tel endroit, c'était tellement formidable. Donc, la personne se remémore à voix haute, mais à l'écrit, et donc de certains souvenirs. Sinon, il y a des réflexions sur la vie, sur la mort, sur Dieu. Dieu qui est absent, du moins au Québec, c'est assez impressionnant. Dieu est pas là.
mais si là, on fait allusion à lui plus comme un concept, mais on ne s'adresse pas à Dieu sur la page en tant que tel, sur le groupe en tant que tel. Et règle générale, même dans les autres groupes, c'est très peu présent. Du soutien, je m'attendais à ce que le soutien soit beaucoup plus haut dans la colonne. Seulement 11,6% des publications témoignaient d'une forme de soutien. Par soutien, j'entends autant du conseil, des encouragements ou du soutien instrumental comme des ressources matérielles, as-tu besoin de quelque chose, ou ressources humaines, soi-même, veux-tu que je vienne te voir? Donc, c'est très, très peu présent. Mais comme l'interaction, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le destinataire, c'est très peu souvent un autre usager, bien, naturellement, le soutien habituellement se fait quand on se parle ensemble, mais les gens ne se parlent pas sur ce groupe-là. Est-ce qu'ils le font ailleurs, par messagerie vocale? C'est très possible, mais le groupe n'est pas un lieu pour interagir. C'est un lieu, en général, pour interagir avec le défunt. Et donc, un petit registre de condoléances qui est au début de la création du groupe. Donc, dans les jours et les semaines qui suivent, les gens vont offrir leurs condoléances, mais c'est un usage qui est assez limité là, aux premières semaines. Une autre chose qu'on peut faire quand on étudie Facebook, là, l'unité d'analyse, c'était vraiment la publication. Là, on change d'unité d'analyse, on est rendu dans le groupe en tant que tel, donc l'évolution du groupe. Et j'ai croisé donc la forme de contribution avec la date qui donne quelque chose comme ça. Donc, la publication sur le mur principal, on voit qu'il y a un boom au début et qu'ensuite ça diminue, mais que les commentaires quand même reprennent un petit peu. Bon. C'est plus clair sur l'autre photo. Là, j'ai additionné toutes les contributions par mois et ça donne quelque chose du genre. Ici, on a un boom parce que les j'aime ont été instaurés. En gros, c'est ce qui fait que ça triche, ça fait un petit peu... ça fait que la courbe augmente, mais les commentaires commencent à partir après là, de 2000-2011. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans la majorité des groupes qui était un peu surprenant, c'est que tranquillement, après 3-4 années, les gens commencent à interagir. Et là, je ne sais pas si c'est une norme sociale du deuil, donc au départ, on se garde une petite gêne et on ne parle pas, et qu'éventuellement, plus le deuil se fait, plus les gens communiquent ensemble, ou si ce n'est pas des modalités techniques de Facebook qui ont été instaurées, qui fait en sorte que les interactions, le taux d'interaction est augmenté. C'est difficile parce que c'est le cas sur tous les groupes à peu près. Donc, est-ce que ce serait, par exemple, l'instauration d'une nouvelle modalité, par exemple, en 2010, si je ne me trompe pas, les activités du groupe apparaissent directement sur le fil d'actualité personnelle et individuelle de chaque usager. Donc, l'usager peut avoir accès aux activités directement de son propre fil et commenter directement. Il n'est pas obligé d'aller sur le groupe pour voir s'il y a des nouvelles activités. Donc, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a plus d'interaction? C'est possible. On peut se dire, il y a juste plus d'interaction, c'est pas plus important que ça. Mais en même temps, quand on sait que c'est 50% du soutien qui se fait dans les commentaires, on se dit, peut-être si Facebook fait augmenter le taux d'interaction, il fait aussi augmenter le taux de soutien. Puis là, peut-être l'expérience du deuil en ligne est complètement différente. Donc, c'est toute la relation entre le technique, le social, les normes du deuil. Donc, c'est très difficile à bien comprendre qu'est-ce qui occupe quel rôle, et ça nécessiterait une étude. Ça nécessiterait à peu près 1000 études pour tout couvrir, mais bon. Et au niveau des contributions, donc à noter les pics récurrents d'année en année. Donc ça, on les voit moins ici là, parce que, bon, ça c'est le début, donc il y a un petit boom, puis à la fin, il y a les j'aime. Mais ici, on voit quand même des petits pics, là, comme le battement du cœur. Ça, en fait, c'est des événements calendaires. Donc, c'est par exemple Noël, le jour de l'an, la Saint-Valentin, l'anniversaire de naissance, l'anniversaire de décès de la personne, donc du défunt. Donc, on voit qu'il y a une certaine ritualisation. Les gens retournent toujours à la même date pour donc, aller publier. Donc, on voit qu'il y a cet usage-là aussi. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ce qui est au niveau des analyses temporelles. Finalement, pour finir un peu avec le dessert, les résultats sur les formes d'usage individuelles.
En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des patterns d'usage. J'en ai trouvé quelques-uns, mais je vais en parler. Je parlais surtout de quatre usages aujourd'hui. Donc, il y en a trois des usages observés. Donc, la carte de souhait, le journal intime et le lieu de prière. Donc, l'usage de l'application de groupe comme carte de souhait, comme journal intime et comme lieu de prière. Et un quatrième usage projeté, celui-là, qui est la mnémothèque. Donc, j'expliquerai pourquoi, quelle est la différence entre observer et projeter. Et donc, la note, les usages peuvent être déterminés par la nature de la relation entre l'usager et la défunte, la fréquence de publication, le nombre de lignes, etc. Donc, je vais y revenir cas par cas. Donc, la forme d'usage numéro 1, c'est la carte de souhait. Donc, vous avez deux exemples qui sont tirés du groupe en tant que tel. Donc, l'exemple 1, c'est la carte de sympathie. L'exemple 2, c'est la carte de fête. Ultimement, c'est le même usage, mais dans des contextes qui sont différents. Donc, vous voyez, j'ai côtoyé Mme Sophie Tremblay lors d'un événement où elle a offert de son temps bénévolement pour nous aider. Bon courage à sa famille et à ses proches. Donc, c'était pour moi, et tout le registre des condoléances aussi, mes condoléances à la famille, donc j'aurais pu inclure ça là-dedans. Donc, c'est vraiment de l'ordre de la carte de sympathie. Et l'exemple 2, je vais le dire tout de suite, la carte de fête. Donc, bonne Saint-Valentin à vous tous, même ceux qui sont seuls, beaucoup d'amour autour de vous. Sylvie et Serge Tremblay, ça, je suis sûr qu'elles vous le souhaitent, 3 becs. Donc, on voit qu'il y a plusieurs caractéristiques de la carte de soi en tant que telle. Donc, l'auteur, dans le cas de la carte de sympathie, est souvent inconnu ou c'est une connaissance, donc par rapport à la défunte. Donc, on offre nos sympathies, nos condoléances à la famille et aux amis. Et au niveau de la carte de fête, c'est plus un ami ou un membre de la famille qui s'adresse aux autres amis et aux autres membres de la famille. Donc, on a le même usage, mais pour deux besoins différents. Le destinataire, habituellement, c'est un ou plusieurs membres de la famille. Le contenu, donc au niveau de la carte de sympathie, c'est des condoléances, des hommages, des souhaits, etc. Pour ce qui est de la carte de fête, c'est des souhaits pour un événement calendaire, donc la Saint-Valentin, Noël, le jour de l'an, etc. La fréquence au niveau des cartes de sympathie, c'est très faible, donc on écrit une fois et on n'utilise plus jamais le groupe. Habituellement, c'est tout. On utilise une fois, puis ça couvre tout l'usage. Tandis que pour la carte de fête, donc c'est une fréquence qui est moyenne, donc c'est plusieurs événements à travers l'année. Donc, ils reviennent à chaque année. On écrit 2, 3, 4 fois par année. Et la longueur des messages, donc c'est de court à moyen. Donc, c'est toujours assez succinct. C'est vraiment, on pourrait quasiment le transposer sur une carte papier, puis ça fait la même chose. Et le mode, c'est plutôt conventionnel. Donc, on utilise beaucoup des formules, mes sympathies, mes condoléances, bon courage à la famille. C'est toujours des choses qui sont aux bonnes fêtes Saint-Valentin. Donc, c'est toujours des choses qui reviennent. C'est toujours les mêmes messages. Donc, on est dans les conventions. Ensuite, la forme d'usage observée numéro 2, c'est le journal intime. J'avais parlé un peu plus tôt du père de la défunte. Donc, c'était lui qui utilisait l'application le plus. En fait, je pense que c'est presque le tiers des publications, c'est lui. Donc, on a vraiment un gros contributeur. Puis, il n'y a personne qui arrive même proche. C'est vraiment juste lui qui écrit à ce point-là. Et vous avez, donc, un exemple, que je ne lirai pas tout, là. Je lirai pas tout, mais allô mon amour, aujourd'hui je me meurs, savoir que tu n'es plus là me torture au plus haut degré. Je m'ennuie tellement de toi, je n'en peux plus. J'ai bu en ton honneur du vin car je sais que tu te mets fêter avec tes amis, bon, etc. Donc pourquoi est-ce que j'appelle ça le journal intime? Pour plusieurs raisons. Donc l'auteur dans ce cas-ci, c'est le père, mais c'est quelqu'un en général de très proche. Le destinataire, c'est la défunte. Allô mon amour, on s'adresse directement à la défunte, donc on ne parle plus à un autre usager. Et éventuellement, peut-être soi-même, là, on s'adresse à soi-même, mais dans ce cas-ci, c'est surtout la défunte. Le contenu, c'est des mises à jour, des updates. Donc, j'ai bu en ton honneur du vin, blablabla. Donc, il lui explique ce qui est arrivé et exprime ses émotions. Donc, il dit je suis triste ou bon, qu'est-ce qu'il dit je n'en peux plus. Donc, il y a de la frustration aussi, mais bon, il dit qu'il va l'aimer pour toute sa vie. Donc c'est vraiment au niveau plus émotif. La fréquence est très, 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 très élevée. Donc, au départ, là, au début du groupe, c'est plusieurs fois par semaine, puis tranquillement, ça diminue. Donc, plus le deuil se fait, moins on y va. Mais c'est quand même une fréquence qui est très haute. Et la longueur, c'est très long. Donc,
c'est normal parce qu'on n'est plus dans un mode conventionnel avec des phrases qui sont déjà préconstruites, ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est des mensonges, c'est juste que c'est des formules sociales qui sont préconstruites. Là, on est vraiment dans l'update, l'expression d'émotions, on est vraiment dans quelque chose de plus spontané, quelque chose de plus individuel. Donc, c'est beaucoup plus long. Ça nécessite plus de mots pour dire ce qu'on veut dire. Et aussi, il y a toujours l'adresse. Donc là, ici, il ne l'a pas signé, mais souvent, il signait ton papa, ton père qui t'aime. Donc, il y a beaucoup de signatures. Et il y a toujours une adresse. Donc, Allô, mon amour, un peu comme dans un journal, il y a toujours une adresse, il y a toujours une signature. Et on est dans un mode plutôt expressif. Donc, on peut quasiment dire que c'est thérapeutique dans ce cas-là, alors qu'au niveau de la carte, c'est pas particulièrement thérapeutique, c'est plus on va offrir nos condoléances, notre respect. La troisième forme d'usage, le lieu de prière. Exemple, salut ma belle, donne du courage à tes parents et Pierre, je t'aime, bec, 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 bec. Donc, les caractéristiques, l'auteur, c'est encore une fois un ami ou un membre de la famille, donc quelqu'un qui est proche, peut-être pas aussi proche que le journal intime, parce qu'on ne fait pas vraiment état de ses états d'âme, mais le destinataire, c'est quand même la défunte. Et éventuellement soi-même aussi. Je reviendrai quand je parlerai plus de la prière. Mais le contenu, c'est vraiment, on est dans la demande. Donc, c'est des demandes d'aide, de soutien. Donc, donne du courage, soit à soi-même, donc, ou à quelqu'un d'autre. La fréquence est moyenne, donc on y va sporadiquement quand on a un besoin. C'est habituellement ce qui motive la prière de demande quand on lit un peu sur la littérature sur la prière. Et donc, la longueur est très courte. C'est vraiment, c'est quasiment, c'est une prière très courte, comme si on prenait une pause, on se recueillait, on fait une demande. Bon. Et c'est un mode plutôt imploratif. Et ça amène la question, est-ce qu'on peut prier sur Facebook? Il y a des anthropologues qui vont probablement hausser les sourcils. Mais je me suis intéressé un peu à la prière quand j'ai vu ces messages-là qui revenaient. Et dans le fond, la structure traditionnelle en tripartite, en 3 parties de la prière, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'isolement dans un lieu sacré, la performance d'une activité spécifique et la sortie du lieu. Puis pour moi, je trouve que cette pratique-là respecte tout à fait cette structure. La personne va aller sur Facebook, mais même plus que sur Facebook, va rentrer dans le groupe en tant que tel, qui est selon moi sacralisé, va publier, donc va performer. Au lieu de se le dire dans sa tête, il va se le dire dans sa tête et l'écrire, et va sortir du lieu et vaquer à ses occupations. Et cette sacralisation-là du groupe, elle est quand même présente dans une étude qui parle justement de la désacralisation des groupes par les trolls Internet. Je ne sais pas si vous connaissez les trolls, mais c'est les gens qui vont sur Internet pour crier des bêtises et injurier tout le monde. Donc, il y a une pratique spécifique de gens qui cherchent des groupes commémoratifs. J'aime pas le terme, parce que je trouve ça limitatif, mais bon, on les appelle comme ça. Mais des groupes qui ont été créés pour, à la suite du décès de quelqu'un. Et les gens vont injurier le défunt et la famille. Donc, c'est une pratique. Donc, s'il y a des gens qui vont désacraliser, c'est parce qu'en quelque part, il y a comme une norme qu'on franchit et il y a quelque chose au niveau du sacré. Ce qui est intéressant, c'est l'usage de l'écriture. Donc, la prière en public, c'est pas particulièrement quelque chose de nouveau. La prière, habituellement, se fait dans un lieu sacré public, à l'église ou au cimetière, mais surtout à l'église. Mais ce qui est spécial, c'est l'usage de l'écriture. On l'écrit, on ne fait pas juste penser donne du courage à tes parents, je t'aime, puis continue à faire sa vaisselle. Non, non, on l'écrit et c'est public, mais ça reste à l'écrit. C'est surtout ça qui est particulier. La 4e forme d'usage, la mnémothèque, c'est un usage projeté parce que c'est un usage qui est invisible. Les 3 autres usages, c'était des usages observés. Dans ce cas-ci, c'est moi qui ai projeté cet usage-là. Je me suis dit, ça doit exister. Pourquoi? Bien, il y a eu des indices. Le j'aime est apparu comme fonction sur Facebook en 2009 et il y a des publications qui ont été faites en 2008 et qui ont été aimées donc des mois, des années plus tard. Donc, on peut penser qu'il y a des gens qui retournent possiblement donc à Noël, au jour de l'an ou durant les anniversaires ou n'importe quand pour revoir les photos, les vidéos qui sont accessibles sur le groupe en tant que tel.
Naturellement, je n'ai pas fait d'entrevue, donc je ne sais pas si c'est un usage effectif, mais c'est une hypothèse. Et en gros, le processus mnémotechnique, il se fait en deux temps. D'abord, il y a une dimension active, donc les gens publient du contenu. Deux types de contenu. Donc, volontairement mnémotechnique, on parle de partage de vidéos et de photos, donc qui sont adressés à tous les membres. Et les photos, donc, vont toujours mettre en scène la défunte en tant que telle, avec des événements quand même assez significatifs. C'est toujours des événements assez forts. Et du contenu involontairement mnémotechnique. Donc, on va parler ici partage d'hommages, de souvenirs, retour sur les qualités, donc les caractéristiques positives de la défunte. Mais aussi des discussions engendrées par les photos et les vidéos. Je pense à un exemple, il y avait une photo du bal de finissante de la défunte. Il y avait toute une discussion qui suivait dans les commentaires sur la soirée en tant que telle. Donc les gens vont consulter ce contenu-là. Et la dimension passive, une fois que les gens vont consulter, ils se remémorent et c'est ce qui active en quelque sorte le processus. Donc, des gens publient et les gens vont consulter ou consommer ce contenu-là et vont se remémorer tranquillement. Et éventuellement, donc, pour se fabriquer une espèce d'image, c'est une réduction symbolique de la personne, non, parce que ce n'est pas toutes les caractéristiques qui sont là. C'est sélectionné en lien avec les normes du deuil. Donc, c'est les plus belles caractéristiques de la personne qui s'y retrouve. On fait quelque chose comme la version parfaite de l'être qu'on a perdu. Donc, ça, c'est plus au niveau de la mnémothèque. Et une mnémothèque que j'aurais dû définir avant, j'aurais dû mettre dans l'autre ordre, mais c'est un processus post-mortem, donc suite au décès, qui vise l'accumulation, la conservation et le partage d'informations personnelles et significatives d'une personne décédée. C'est ma propre définition. Donc, il y a quelques personnes qui en ont parlé. Donc, la mnémothèque, ça vient des années 70. On pensait à l'époque qu'avec les outils, les moyens de communication, on allait être en mesure de faire des genres de stèles interactives avec une reconstruction de la personne et de pouvoir... Dans le fond, on disait, c'est plus les endeuillés qui vont parler aux défunts, c'est le défunt qui va parler aux endeuillés. Et moi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vraiment une logique de conservation et d'accumulation des données de la personne? Ou plutôt, est-ce que ce n'est pas une manifestation de la volonté de ces endeuillés-là de créer un interlocuteur symbolique? Donc, quand on sait que c'est 68 du destinataire, c'est la défunte. Donc, on conserve, oui, certaines données, mais est-ce que ce n'est pas pour construire un interlocuteur, pour avoir quelqu'un avec qui parler? Parce que le besoin de communiquer est assez important au niveau du deuil. Donc, je résume toujours ça à est-ce qu'on conserve ou, dans le fond, on conserve pour converser. Et donc, la dernière diapo. Donc, il y a plusieurs limites, là. Naturellement, il s'agit juste d'observation, c'est juste un groupe. Les publications peuvent rentrer dans plusieurs usages. Un usager peut utiliser le groupe de plusieurs façons. Naturellement, ce n'est pas parfait. En fond, c'est un exercice que j'ai voulu faire, un exercice académique. Donc, attention à l'appellation de groupe commémoratif. Christine en a parlé. On ne fait pas juste commémorer, on fait d'autres choses sur le site. Donc ça, je vais sauter. Mais aussi au niveau de la structure, il faut faire attention à la neutralité des fonctionnalités techniques sur Facebook, parce que Facebook n'a pas été créé pour ça à la base, n'a pas été créé pour gérer la situation sociale qu'est le deuil. Et donc, on sait que la visite Facebook, c'est pas donc de faciliter le vécu ou l'expression du deuil, mais plutôt de faciliter le réseautage. Et ça, pour moi, Family Guy a parfaitement illustré ce paradoxe-là dans une des émissions. Je ne sais pas si vous connaissez le cartoon américain assez provocateur, mais on a la mère de famille qui dit « Ma tante Clara vient de mourir après une longue bataille avec le cancer. Nous sommes tellement tristes qu'elle a dû souffrir autant. » Et on a l'ami qui aime ça. Donc, on voit que le j'aime, qui est une fonction fatigue, on veut juste dire qu'on est présent, mais va un peu en contradiction. Naturellement, personne aime le contenu de cette publication-là. Donc, voilà, faire attention que c'est pas fait pour ça. Donc, mes références, et voilà. Merci beaucoup. Merci.